Je me présente, je m'appelle Arnaud Bosch et donc je suis historien. Ça fait 6 ans que je donne des conférences en fait sur l'histoire de Genève, avec une particularité, vous le voyez peut-être, c'est que ça s'appelle les apéros de l'histoire. C'est qu'en fait ces conférences, je les fais dans les bistrots à la base. Donc évidemment le cadre est un peu différent, là l'apéro on l'aura quand même juste après, donc merci de m'avoir invité aussi. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la petite histoire de l'école à Genève. Alors initialement on m'avait dit il faut faire quelque chose sur l'instruction publique. C'est bien joli, mais l'instruction publique, en gros, je vous aurais parlé pendant 1 heure de loi. Donc c'est un peu pénible quand même. Donc du coup, j'ai un peu élargi le champ pour avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable. Et en se posant tout de suite une petite question, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'instruction publique? Qu'est-ce qui définit l'instruction publique? Alors, en gros, il y a 2 versions. Il y a la version de nous dire c'est à partir du moment où l'école devient obligatoire. C'est à la fois vrai et faux. Par rapport au rallye que vous avez fait, il y aurait des petites nuances que je ferai en fait à gauche à droite, notamment sur le fait que l'école devienne obligatoire à partir de 1536. On va le voir tout de suite, c'est pas tout à fait vrai non plus. Effectivement, il y a un changement, mais c'est pas tout à fait vrai. Par contre, une autre chose qu'on peut dire, c'est que l'instruction publique, il y a le mot public dedans. Autrement dit, c'est le moment à partir duquel l'école, on va dire, est gérée par l'État ou l'autorité, tout simplement. Et là, du coup, dans le cas de Genève, on peut remonter très très loin. Parce que si on va en France, par exemple, il faut attendre en gros le 19e siècle pour vraiment avoir une école, on va dire, institutionnalisée, etc. etc. Alors qu'à Genève, on a évidemment tout de suite quelque chose qui va arriver, ça va être le Collège Calvin, bien évidemment, mais il y a quand même un ancêtre qu'on peut trouver. Là, ça montre vraiment un vieux, alors il fait très très clair, donc désolé pour les images que vous verrez moyennement, mais vous voyez la date, 1428, c'est la première école que j'ai pu trouver qui ressemblerait à quelque chose de plus ou moins étatique. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'était pas du tout étatique. C'était en fait une école de moines qui était pas très loin d'ici. En fait, elle était à peu près là où il y avait, je crois qu'il n'existe même plus, mais le collège de Candolle. Il existe encore? Ouais, maintenant c'est une école de com, je crois. Ah, c'est une école de com. Ça change tout le temps, j'arrive jamais à m'y retrouver. Ça change de nom, etc. Alors en fait, à l'emplacement plus ou moins du collège de Candolle de l'époque, il y avait cette école Versenay qui était en fait un couvent de franciscains. Et la petite particularité, c'était que ces premières écoles, comme on va le voir, ça va être le cas aussi du collège Calvin, ils avaient qu'un seul but. En fait, c'était une espèce de passerelle. En gros, on faisait l'école uniquement pour aller à l'université. Si on n'avait pas l'intention d'aller à l'université, ça ne servait absolument à rien en fait, d'aller à l'école. Et c'est exactement la problématique en fait, de cette école Versenay, où en fait c'était une préparation pour aller à l'université qui n'existait pas évidemment à Genève. Donc il fallait partir un peu plus loin. Ça c'était un peu pour l'ancêtre qu'on pourrait trouver. Alors pour la petite anecdote, c'était une école, donc en 1428, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à Genève. Concrètement, les chiffres qu'on a, c'est à peu près 40 élèves par année. Donc c'est pas grand chose et ça n'a pas duré très longtemps. Donc c'est vraiment une petite parenthèse. Mais effectivement, en 1536, il y a un certain Jean Calvin qui décide de rendre l'école obligatoire et gratuite pour les pauvres. Il faut préciser, parce qu'en fait, il est un petit peu subtil, parce que la petite nuance que je ferai, Calvin n'était pas un théologien. C'est une petite erreur à mon avis. Calvin n'était pas un théologien, c'était un juriste en fait. Vous avez vu le mur des réformateurs, où il y a les 4 grands réformateurs, Knox, Bèze, Farel et Calvin. Farel était vraiment le théologien. En fait, Farel a appelé Calvin, qui était en train de faire ses études à Paris, en lui disant, enfin Paris et Strasbourg, en lui disant écoute, j'ai un petit souci, maintenant j'aimerais faire une espèce de république un peu protestante, comme on va l'appeler. Du coup, j'ai besoin de textes de loi. Et comme il était juriste, c'est lui qui va rédiger en fait ce qu'on va appeler les ordonnances. Là, je rentre déjà dans les petits détails. Alors, la problématique, c'est qu'il va donc rendre cette école obligatoire, mais très rapidement, les premiers bâtiments dans lesquels c'était, ils vont décider en fait de construire un nouveau bâtiment. Puis ce bâtiment, vous le connaissez bien, c'est évidemment celui-là. Donc on a vu, pour ceux qui sont montés tout en haut à la maison Tavel sur le relief manien, vous avez peut-être vu les anciens, comment c'était au 19e siècle, au moment de la démolition des fortifications. Et vous le voyez ici, c'est une gravure qui date d'à peu près 1800. C'est difficile d'être plus précis, mais à peu près 1800. Et vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. C'est exactement la même chose, il y a quelques bâtiments évidemment qui changent. Puis bon, on distingue que là, il n'y a pas beaucoup de goudron, il n'y a pas le parking, etc., etc. Il y a 2-3 détails quand même qui ne trompent pas, qu'on est quand même dans une autre époque, évidemment. Alors, ce collège Calvin, en fait, il ne s'appelle pas tout de suite comme ça.
Comme je l'ai dit, à la base, cette école, on va dire primaire, voire même secondaire, elle était dans le but de faire l'université. Et effectivement, dans un premier temps, on parle de collège et académie Calvin. Alors l'académie, c'est l'ancien nom de l'université, je vais y revenir tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on parle d'académie? C'est que la grande particularité de cette école-là, et en particulier vraiment celle-ci, c'est qu'elle est gérée uniquement en fait par le côté religieux. En fait, en gros, pour faire très très simple, cette école, elle avait qu'un seul but, devenir pasteur. Ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Et en fait, ce qui est très subtil, c'est que Calvin avait créé cette école pour conforter sa position. Qu'est-ce que j'entends par là? Il avait créé un système politique, alors je vais dire un mot un peu barbare, mais qui fait bien en société, ce qui s'appelle une théocratie. Il a créé une théocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système politique dans lequel Dieu est tout en haut. Donc ça implique pas mal de choses, parce que ça veut dire, par exemple, si on fait, aujourd'hui, on fait un crime, on fait un tort contre l'État. À l'époque, si on fait un crime, la même chose, c'est contre l'État, mais comme l'État c'est Dieu, c'est du coup un blasphème. Donc ça devient beaucoup plus grave, bien évidemment, de faire ce genre de choses. Pour contrôler tout ça, il va créer deux systèmes, ce qu'on appelle le consistoire et le conseil des pasteurs. Et le conseil des pasteurs était celui qui dirigeait, en fait, Calvin. Autrement dit, imaginez-vous, il crée une école pour former des pasteurs, qui deviennent après les dirigeants de l'école qui forment les nouveaux pasteurs, etc. Ça lui permettait en fait de garder complètement le contrôle en fait de sa république. C'est comme ça qu'il a démarré en fait le système. Alors qu'est-ce qu'on trouvait au Calvin? Donc il y avait pas mal de cours, principalement ce qu'on appelle les arts libéraux. C'est un terme médiéval en fait qui désigne un petit peu tout ce qu'on appelle la rhétorique. Donc c'était justement la manière de s'exprimer. Aujourd'hui, les arts libéraux, ce serait plutôt pour les avocats, mais en gros, c'est un peu le principe, puisque dans la théologie, il y avait des grandes discussions, comme on appelait ça, ou des disputes, même on les appelait. Alors on enseignait aussi l'histoire, la géographie, la mythologie, les arts du langage, donc justement, la religion. Alors dans les langues d'origine, bien évidemment, si vous aviez du grec byzantin, le cours il était en grec, il ne faut pas exagérer non plus. Le latin, ça va de soi, bien sûr. Pour un total d'à peu près 65 heures de cours par semaine. Ça va, 65 heures, aujourd'hui je pense que vous êtes à peu près à 30, ça fait déjà beaucoup. Et c'est dirigé par un des 4 réformateurs, qui est peut-être le moins connu en fait, et pourtant il est assez amusant, si on peut dire ça, c'est un certain Théodore de Bèze. Alors Théodore de Bèze, donc, vous le voyez sur l'image, il était en fait plus âgé que Calvin, il était plus jeune mais il a duré plus longtemps. Vous voyez que d'ailleurs il y a une petite anecdote que je peux vous raconter, puis vous voyez qu'il est mort après l'escalade. Et en fait Théodore de Bèze, on peut le trouver à un autre endroit, dans un autre contexte à Genève, c'est sur la fontaine de l'escalade. C'est la fameuse fontaine de Bel Air. Dessus, il y a Bèze qui est en train de, en gros, féliciter ou d'attirer les combattants pour aller lutter contre les Savoyards. Ça, c'est pour le monument. En fait, si on regarde dans le détail, à l'époque, il avait 82 ans. Et on sait qu'il était sourd comme un pot, et à vrai dire, on sait même qu'il ne s'est pas réveillé pendant la bataille de l'escalade. Donc vous voyez qu'il y a comme une mythologie qui s'est développée autour de ce personnage, parce que c'était quelqu'un... On a tendance à dire que Calvin n'était pas très drôle. Je vous garantis que par rapport à lui, c'était vraiment un joyeux de vie, comme on dirait. Théodore de Bèze était quelqu'un d'extrêmement sévère, qui en gros battait plus ou moins les élèves s'ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez travaillé, et selon lui, c'était 14 heures par jour minimum de travail pour pas y parvenir. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très dur, qui instaurait énormément de choses, des châtiments corporels bien évidemment, etc. Mais Théodore de Bèze a été quelqu'un qui était très dur. Alors, ce système dont je vous parle là, donc, qui a démarré en 1559 quand même, il va durer un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est qu'il va quand même durer pratiquement 250 ans. Puisque jusqu'en 1774, tout ce que je vous ai dit là, en gros, c'est valable. Il y a des petits changements à gauche, à droite, un cours qui disparaît, un nouveau qui apparaît, mais l'un dans l'autre, c'est exactement le même système de 1559 à 1774. Qu'est-ce qui va se passer en 1774? Vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Il y a les sciences qui apparaissent à ce moment-là, et vous allez voir que je vais dire beaucoup de noms en fait, de rues, mais il y a un certain docteur de Saussure, donc là il y a un collège de Saussure aussi qui existe, qui va introduire le premier cours de sciences au collège, ce qui va un petit peu changer la donne, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, on quitte le côté purement religieux pour avoir un côté un petit peu plus dur, un peu plus science pure, en fait, qui apparaît.